Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse prévention pluie-inondation que nous tenons tous les ans à la même période, mais qui s'est organisée aujourd'hui dans un format un petit peu exceptionnel. C'est une démarche de prévention qui est organisée pour la 9e année consécutive et qui se tient aujourd'hui au CESOC, c'est-à-dire au Centre zonal opérationnel, et qui rassemble un certain nombre de participants qui ont tenu par leur présence à manifester leur intérêt pour la démarche qui est ainsi initiée au niveau local, au niveau zonal. Je remercie en particulier Cédric Bourrier, le directeur général de la prévention des risques, qui est aujourd'hui à ma droite, à ma gauche peut-être à l'écran, ainsi que M. Demanol, le directeur général adjoint de la sécurité civile et de la gestion des crises, qui nous font l'un et l'autre le plaisir de participer aujourd'hui à cette séquence qui est importante. Je remercie naturellement les médias qui sont ici nombreux en présentiel à Marseille, mais également en visioconférence. Je remercie Olivier Marmion, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud, qui est à ma gauche, qui nous reçoit aujourd'hui au CESOC, ainsi que l'inspecteur général Jean-Yves Noisette, le chef d'état-major de la zone, qui est l'animateur habituel de ces lieux au sein duquel nous sommes réunis. Je remercie également Didier Réau, le vice-président de la métropole, l'autorité gémapienne, de sa présence aujourd'hui dans la salle et qui interviendra naturellement tout à l'heure pour rappeler, s'il le souhaite, les efforts qui sont mis en œuvre par les collectivités territoriales pour réduire les risques de crise en matière d'inondation. Je remercie également tous ceux qui sont également présents dans la salle et qui interviendront tout à l'heure pour les différents points qui peuvent naturellement permettre de compléter les informations ou les propos qui seront tenus ici en tribune. Je pense à Sébastien Forest, le DREAL de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à M. Jean-François Boyer de la région Corse. La DREAL Auvergne-Rhône-Alpes est également représentée par Pierre-Yves Valentin, chef du service de prévision des crues Grand Delta. Je salue également M. Michel Blanc, directeur de la DREAL Occitanie, qui est connecté en visioconférence. La DREAL, vous le savez, met en œuvre le dispositif préventif sur notre territoire en veillant en lien avec les directions départementales des territoires ou des directions départementales des territoires et de la mer à l'élaboration des programmes d'action pour la prévention des inondations, les PAPI, qui sont produits par les collectivités territoriales, tout comme les documents d'information communaux sur les risques majeurs, ce que l'on appelle les DICRIM. Est également présent M. Mathieu Créault, qui est le directeur interrégional Sud-Est, qui représente Météo France, des représentants également de structures associatives particulièrement actives en matière de sensibilisation du public aux risques majeurs et notamment aux risques inondations. Je salue ainsi Mme Guylaine Verrieste, qui est une habituée de ces conférences. Elle est directrice de l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, l'AFPCNT. C'est une association nationale qui participe au développement de la culture du risque et de la résilience face aux risques majeurs grâce à de nombreux outils et actions de sensibilisation sur lesquels elle aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Je voudrais saluer également la présence de M. Éric Pourtin, qui est le directeur par intérim du CIPRES, qui travaille tout particulièrement avec les établissements scolaires sur le bon fonctionnement et le bon comportement adapté aux pluies intenses. Et toutes ces personnes qui sont ici rassemblées ou en visioconférence pourront intervenir au long de cette conférence de presse pour pouvoir permettre de porter leur témoignage ou d'évoquer leurs actions pour contribuer à ces démarches de prévention. Alors je le disais, donc c'est la 9e année consécutive que nous organisons cette campagne médiatique nationale. Elle est un moment fort, un moment en matière de prévention et de prise de conscience du rôle de chacun d'entre nous. Et elle participe au déploiement d'une culture du risque et d'une responsabilisation individuelle et collective qui sont rendues nécessaires par les aléas climatiques qui s'imposent à nous de manière toujours plus intense. Et nous le savons bien, dans cette zone sud qui rassemble 21 départements des 3 régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie et Corse, nous sommes particulièrement mobilisés au début de cette saison des
potentielles crues cévenols, comme nous les appelons, à peine la saison estivale des feux de forêt close, ou en tout cas presque close, puisqu'on a vu hier encore que des feux pouvaient survenir, comme ça a été le cas à Narbonne. Je souligne que nous avons eu mercredi dernier, c'était le 4 septembre, de très fortes précipitations, notamment dans le département des Bouches-du-Rhône, mais qui se sont abattues sur tout l'arc méditerranéen, qui ont entraîné une vigilance pour orage puis inondation de niveau jaune, et plus tard dans la journée, un classement vigilance orange pour les départements des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, du Vaucluse et du Gard. Et ce week-end, le samedi dernier, le département des Hautes-Pyrénées, qui avait été placé en situation d'alerte orange puis inondation, a également été marqué par de très forts dégâts, notamment sur le Gave de Pau, dont les médias, bien évidemment, ont témoigné de toute l'importance par les dégâts concernés dans les zones et par la violence également et la soudaineté des crues constatées. Et dans ce contexte, il est essentiel, bien sûr, que les médias relaient à nos concitoyens l'ensemble des messages de prévention et de sensibilisation, notamment dans les départements de la zone sud, comme je le disais, plus particulièrement concernés par ces inondations. Et j'y associe également les départements de la Drône et de l'Ardèche, qui sont aussi, tout comme ils le sont pour les risques feux de forêt, concernés par les risques d'inondation. Nous partageons tous les mêmes enjeux et la même nécessaire culture de risque à laquelle cette conférence de presse zonale entend naturellement contribuer. Je remercie également les préfectures ou les services départementaux de l'État qui sont en visioconférence avec nous et qui pourront, s'ils le souhaitent ou si elles le souhaitent, s'exprimer tout à l'heure pour pouvoir apporter leur témoignage ou également nous faire part de leurs interrogations. Vous le savez, nous avons constaté depuis quelques années une augmentation significative des conséquences de ces événements cévenols, de ces crues automnales et des dégâts correspondants sur les territoires qui sont directement impactés par elles. Je souligne également aussi l'impact en termes de conséquences sur les vies humaines, puisque 490 décès ont été recensés ces 30 dernières années liés à des inondations, dont plus de 60% sur l'arc méditerranéen. Et sur ce territoire spécifique, je rappelle que ce sont près de 9 millions d'habitants qui résident dans ces départements et qui peuvent être donc potentiellement concernés par les conséquences de ces épisodes catastrophiques. Et sur une période plus courte, sur les 10 dernières années, 2010-2020, eh bien la victimologie est particulièrement élevée. La quarantaine d'inondations majeures qui a concerné l'arc méditerranéen ces 10 dernières années a causé la mort de plus de 150 personnes au total. Et sur cette période se dénombre 2 fois plus d'événements meurtriers que durant les 20 années qui avaient précédé cette décennie. Et on voit bien d'une certaine façon que ce sont les conséquences des changements climatiques, du réchauffement climatique, qui aggravent les risques, qui occasionnent de façon plus fréquente ces épisodes cévenols, même s'il faut tenir compte aussi d'une variabilité annuelle qui est forte. On relève en tout cas plus de 4 événements et une quinzaine de victimes par an, ainsi que de nombreux dégâts matériels. Et si on s'en tient sur les derniers mois, sur le seul arc méditerranéen, eh bien, ce sont 8 personnes, 8 victimes qui ont pu être malheureusement dénombrées dans ces inondations. Et cela souligne bien à quel point nous sommes concernés par l'acuité, par la prégnance de ces risques, et à quel point il est important que cette culture de la prévention et du bon comportement à adopter en cas de survenance de ces épisodes et de ces risques de crue, eh bien, soit partagée par la population. C'est le fruit d'une action collective de planification et d'anticipation. Je veux remercier très chaleureusement l'ensemble des partenaires qui sont associés à cette démarche et qui vont pouvoir intervenir au titre de cette conférence. Sans plus attendre, je passe la parole à Cédric Bruyé, donc le directeur général de la prévention des risques, que je remercie pour sa présence ici à Marseille. Et je dirais c'est un habitué en quelque sorte qui est
coutumier de cette participation. Merci, monsieur le directeur général, d'être aujourd'hui à nos côtés pour témoigner, bien évidemment, de l'importance de cette démarche d'anticipation. Oui, pardon. Donc, je vous proposais d'aborder peut-être 4 points ce matin. Le premier, c'est rappeler, monsieur le préfet l'a très bien énoncé, que ce territoire est exposé à des phénomènes violents. Vous savez ce que c'est, un épisode méditerranéen, c'est de l'air chaud, humide, instable, qui remonte de la Méditerranée, et puis qui va soit buter sur un relief montagneux, par exemple les Cévennes, d'où le nom d'épisode cévenol qu'on donne parfois, et puis poussé par les vents, il va remonter le long du relief, il va monter en altitude, il va se refroidir, et la vapeur d'eau va se condenser et se transformer en précipitations intenses. Ou bien ça peut être un phénomène purement météorologique avec des cellules orageuses, et si elles deviennent stationnaires et qu'elles se régénèrent avec cette vapeur humide qui va donner un déferlement d'eau, ça peut monter jusqu'à 100 mm en 1 heure sur les zones concernées, qui sont parfois d'amplitude d'extension restreinte, mais qui subissent des phénomènes extrêmement violents. Le premier chiffre, celui que monsieur le préfet indiquait, c'est-à-dire sur les malheureusement centaines de victimes qu'on a connues par inondation ces dernières décennies, 60%, plus de 60%, en réalité même 70% ont été recensés malheureusement sur cet arc méditerranéen. Et le deuxième chiffre, c'est que 2 communes sur 3 sur le pourtour méditerranéen ont été déclarées CatNat au moins une fois, et pour certaines plusieurs fois, depuis 1995. Donc 2 communes sur 3, c'est considérable, et c'est vraiment, monsieur le préfet parlait de 9 millions de personnes, c'est vraiment l'intégralité de ce territoire qui doit avoir la plus grande des vigilances. Mon deuxième point, c'est l'appel à la vigilance justement pour les prochains mois et pour les prochaines années. Monsieur le préfet l'a dit, le changement climatique, on le ressent très concrètement. Quand on regarde les données météorologiques, on a désormais des épisodes méditerranéens plus intenses et 2 fois plus nombreux que dans les années 60. Et c'est très concret, malheureusement, sur des victimes. Monsieur le préfet le disait, dans les 10 dernières années, on a eu 2 fois plus d'épisodes meurtriers que dans les 20 années précédentes. Donc on est malheureusement sur une forme d'accélération. Et les études scientifiques montrent que ces épisodes méditerranéens vont continuer à être de plus en plus intenses avec le réchauffement climatique. Et puis pour être très spécifique sur ces derniers mois et sur les prochains mois, dire d'abord que dans les 12 derniers mois, depuis la dernière conférence de presse de monsieur le préfet, il y a eu plusieurs épisodes d'intensité variable. Et vous le mentionniez, la tempête Monica, au mois de mars dernier, a conduit à 8 victimes. On a l'habitude de se dire, c'est entre le mois d'août et le mois de décembre qu'on a la période la plus sensible parce que la Méditerranée est chaude. Mais la tempête Monica montre que désormais, c'est vraiment toute l'année qu'il faut avoir les bons réflexes et la vigilance parce que ça peut arriver. Et puis, très spécifiquement pour les prochains mois, vous avez entendu, vous avez vu que la Méditerranée a battu ses records historiques de température cet été. Si on prend le 15 août dernier, on a un indicateur très technique qui s'appelle la température médiane quotidienne, qui a atteint la température de 28,9 degrés. Pour parler plus simplement, on a été 3 à 4 degrés au-dessus des normales de saison sur la température de la Méditerranée. C'est le record historique. Et lorsque la mer Méditerranée est chaude, c'est un facteur, c'est une cause qui peut conduire à des phénomènes plus puissants s'ils se mettent en place, et donc avec une violence accrue des épisodes méditerranéens si nous devions connaître des épisodes dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mon troisième point, c'est la nécessité que chaque habitant de ce territoire connaisse et mette en œuvre les bons comportements. Je vais l'illustrer avec un rapport que j'ai commandé l'an dernier, qui a été remis et mis en ligne au printemps, un rapport qui a été demandé aux inspections générales de notre ministère, le ministère de l'Écologie et du ministère de l'Intérieur, pour analyser les victimes et les circonstances des décès liés aux inondations ces dernières années. Et je voudrais vous donner 2 chiffres qui concernent ce pourtour méditerranéen. Le premier chiffre, c'est, quand on regarde sur ces 40 dernières années, 80% des victimes sont des habitants de la commune ou de la commune voisine. Ça veut donc dire que l'essentiel de victimes, ce ne sont pas des personnes de passage dans la région et qui n'auraient pas été formées et bien informées, ce sont vraiment des habitants du territoire. Le deuxième chiffre, c'est que 98% des décès ont lieu dans 3 circonstances seulement. La première, 35% des cas, se déplacer en voiture. La deuxième, 32% des cas, c'est lors de déplacements à pied ou dans un camping. Et la troisième, 31% des cas, c'est à domicile et notamment dans un sous-sol. Et donc, ça montre bien qu'il y a des actions de fond qui sont menées au quotidien
par l'État, avec les plans de prévention des risques, par les collectivités, avec les programmes d'action par prévention des inondations, la mise en œuvre de leurs compétences qui s'appelle GEMAPI, gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations. On a aussi, lorsque des épisodes s'approchent, un dispositif mis en place par l'État, par des collectivités. On a Météo France, le réseau Vigicru, qui publie la vigilance jaune, orange, rouge. Vous savez peut-être que Vigicru a développé l'an dernier une application gratuite sur le téléphone qui vous alerte sur le téléphone en fonction du cours d'eau, de la hauteur d'eau, etc., que vous paramétrez selon là où vous habitez. L'État dispose aussi du dispositif FR Alert depuis quelques temps maintenant pour pouvoir prévenir tous les téléphones, tous les détenteurs de téléphones qui sont dans une zone soumise à risque majeur. Mais c'est essentiel que chaque habitant connaisse et mette en œuvre les bons comportements et qui, au fond, relèvent de 3 principes simples. Le premier, reporter ses déplacements. Il faut savoir que 10 à 30 cm d'eau suffisent à emporter une voiture ou un piéton. Il ne faut évidemment pas s'approcher des cours d'eau. Le deuxième, c'est monter à l'étage, ne surtout pas aller en sous-sol. Et puis, monter avec soi à l'étage, de quoi tenir quelques heures ou quelques jours en termes d'alimentation, de médicaments, de moyens d'éclairage et moyens de communication avec ses proches. Et puis le troisième principe, bien sûr, rester à l'écoute des consignes des collectivités. Puis le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est cette campagne qu'on met en place. Monsieur le préfet l'a dit, c'est la 9e année. Alors, c'est pas la 9e fois qu'on fait la même chose. Chaque année, on essaye de faire évoluer les médias, les vecteurs, les formats, en s'inspirant chaque année du retour d'expérience de l'année précédente, des retours de campagne dites ex-post qu'on fait, de vos propres commentaires. Je remercie vraiment tous ceux qui nous font des retours, qu'ils soient des professionnels de communication ou des relais des habitants des territoires pour nous aider à être meilleurs. C'est une campagne qui est portée par le ministère de l'Écologie, avec le soutien du ministère de l'Intérieur, avec le soutien de la zone de défense, et avec beaucoup de relais, beaucoup de soutien des partenaires associatifs, des collectivités, du public scolaire, en tout cas des enseignants scolaires, et puis on espère le relais des employeurs. C'est une période où la Méditerranée est la plus chaude, donc ça s'étale grosso modo de fin août au mois de décembre. Et bien sûr, ça s'ajoute d'abord aux actions au quotidien de l'État et des collectivités pour la culture du risque, pour l'information des populations tout au long de l'année, dans des dispositifs obligatoires ou volontaires. Et puis aussi avec le point d'orgue qu'on a créé depuis 2 ans maintenant, ce sera la 3e année, qui est la journée du 13 octobre, la journée nationale de la résilience, qui permet d'organiser dans une période plus resserrée des milliers d'initiatives partout sur le territoire national, avec un appel à projet conjoint de nos 2 ministères, Intérieur et Écologie, pour mettre en valeur, mettre en exergue, soutenir toutes ces initiatives qui sont très importantes. Merci, Monsieur le Directeur Général, de votre présentation, de votre intervention. Je passe la parole à Monsieur Demanel. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Préfet, pour votre initiative et de cette invitation et de nous montrer toute l'action de l'État local et évidemment l'État, lorsque les ministères travaillent de concert, le Directeur Général le rappelait à l'instant. Pour avoir des propos assez synthétiques, je dirais la chose suivante. Les autorités publiques, quelles qu'elles soient dans leur déclinaison, savent aujourd'hui, en tout cas le mieux possible, gérer une crise lorsqu'elle se déroule. Un feu de forêt, on en parlait hier sur Narbonne, Monsieur le Préfet. Et c'est gérer aussi l'après, c'est la reconstruction, c'est la capacité de tirer les conséquences des risques naturels. Mais aussi, nous devons aujourd'hui plus que jamais être les ministères, et c'est le mouvement de ministère de l'Intérieur, aussi le ministère de l'avant. Et cet avant, c'est ce qui était décliné, vous l'évoquiez, cette capacité à la fois éduquer, informer les populations pour que justement elles aient les bons réflexes, elles soient en capacité d'être dans l'événement et dans le après. Et cette capacité d'être avant se décline, et les mots ont été dit, mais je tenais à les repréciser, sur des outils qui permettent d'aller vers la population. Alors, c'est l'information, j'interviens quelquefois juste l'avant. FR Alert, c'est juste l'avant. C'est-à-dire que, avant qu'un événement se produise, nous rentrons dans les foyers, nous, en tant que les systèmes d'information, vont au plus près des personnes concernées de la zone à risque et leur donne une information qui leur permet de prendre, retenir les démarches qui sauvent. Elles ont été évoquées sur les forces. Donc, c'est avant, il y a juste avant, si je veux dire. Et puis, il y a un avant qui est beaucoup plus profond, c'est tout le travail qui est mené depuis de nombreuses années, notamment sur la résilience. Et j'en appelle aux uns et aux autres en petit garage. Il y a 20 ans, le mot résilience, c'était quelque chose qui était un mot de personnes qui étaient lettrées, ou en tout cas qui n'avaient pas de résonance concrète sur tout ce qu'on fait comme travail, de gestion des risques, etc. Et la résilience, aujourd'hui,
au-delà du fait d'être un mot entre guillemets à la mode, c'est un beau mot du blanc, c'est aussi tout le travail, c'est-à-dire faire rentrer, à faire à l'apprendre, comme on dit dans les foyers, mais il faut faire rentrer aussi une culture de risque, une capacité à nos concitoyens, toutes personnes concernées, d'avoir la bonne démarche, la bonne attitude face au risque. C'est simplement aujourd'hui l'inondation, mais ça peut être aussi les feux de forêt, ou tout autre risque, y compris technologique, que l'on peut indiquer par ailleurs. Donc cette résilience, au fond, elle vit sa vie au quotidien, en fonction d'appel à projet, d'événements particuliers, puis elle a un point d'ordre, parce que tout élément de communication a besoin, au fond, de concentrer un peu de l'information et puis aussi faire la restitution. Et on l'a évoqué, c'est la journée nationale de la résilience du 13 octobre. Mais en réalité, elle amène à elle un nombre de projets et d'initiatives qui sont des initiatives locales, qui sont des initiatives qui permettent l'appropriation avec tous les acteurs, parce qu'ils n'ont pas que les acteurs avec l'État, ce sont les collectivités locales, le monde associatif, et puis toutes les déclinaisons des politiques publiques, et ça va d'éducation nationale, mais également le monde de l'entreprise, qui a à en connaître, et c'est tout le travail, y compris normatif, qui peut être mené. Je rappelle d'ailleurs que la journée nationale a une assise législative, a besoin, mais c'est pour montrer également tout l'intérêt et toute la portée de ce travail. Je ne serai pas long sur les chiffres, mais pour rappeler qu'il y a eu 5000 actions de sensibilisation depuis 2022, pour la création de la journée de la résilience. Ce chiffre des appels à projets, et puis d'ores et déjà 150 événements pour cette journée du 13 octobre. Je voudrais donc aussi faire mention du plan individuel de mise en sûreté. Et au fond, je vous invite à aller sur Internet, de faire une moteur de recherche et de voir ce compte que nous pouvons ouvrir, qui nous permet de mieux comprendre les démarches à avoir, la responsabilisation personnelle et la mise à devenir l'acteur aussi de son propre destin au regard des risques, c'est très important. Et une fois encore, ça participe, et c'est l'élément que je prendrai pour conclure, d'un aspect multicouche, c'est-à-dire que comme nombre de situations complexes, il n'y a pas une seule réponse, puisque nous sommes 68 millions et il y a des circonstances tout aussi différentes les unes que les autres, des contextes géographiques, et il s'agit que chacun puisse prendre la mesure de ce qu'il doit faire, de comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre les pouvoirs publics, les transports et l'ensemble des acteurs concernés. Et au fond, tout ce que j'ai décrit là de manière un peu rapide, c'était dit, j'en ai conscient, ça permet de bien montrer qu'il y a plusieurs étapes et plusieurs moments et plusieurs couches d'informations et de plus de choses. Cette prévention des inondations concerne également les collectivités territoriales qui en ont la responsabilité. Et c'est ici, sur le territoire à Marseille, la métropole qui en a les charges. Monsieur le Président. Je peux m'avoir invité. Et puis ensuite, de me proposer de prendre la parole sur la compétence GEMAPI des communautés d'agglomération, communautés de communes, mais aussi des métropoles. Ici, sur une grande partie du département des Bouches-du-Rhône, c'est la métropole Aix-Marseille-Provence qui a cette compétence. GEMAPI, c'est gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. C'est une compétence qui est assez récente puisqu'elle date de 2018, que bien entendu toute compétence récente demande une mise en œuvre, d'avoir une appropriation par les élus de ce que représente cette compétence, trouver des financements. Alors ce financement, il est très clair puisqu'il est assis sur la taxe foncière, et vous le verrez sur vos taxes foncières si vous regardez une petite ligne qui s'appelle taxe GEMAPI qui prélève quelques euros et qui sert directement dans un budget dédié à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a deux actions, pour synthétiser, deux grands volets d'action. C'est l'aspect, on va dire, curatif des erreurs qui ont pu être faites par le passé, notamment sur l'ensemble des cours d'eau et de ceux qui sont des cours d'eau alternatifs, c'est-à-dire qui se déclenchent quand il y a effectivement de fortes pluies. Nos anciens pensaient qu'on pouvait maîtriser toutes les forces de la nature par des matériaux extrêmement solides que sont par exemple le béton. Et donc on canalisait les rivières, c'est le cas sur le Vaune par exemple à Marseille. On a beaucoup canalisé, monté des murs en pensant que la force du béton canaliserait la force de la nature. Ce qui a marché pendant un certain temps, mais pas trop longtemps non plus. Puis on a eu beaucoup d'inondations parce que ces ouvrages, ici ou ailleurs, dans d'autres endroits, et je pense par exemple il y a longtemps à des la romaine, beaucoup d'ouvrages ont cédé sous la force de l'eau. Et elle sera toujours plus forte que nos ouvrages. Donc on est revenu sur des principes beaucoup plus naturels, qu'on appelle donc la gestion des milieux aquatiques, en se disant il faut que les cours d'eau puissent retrouver leur cours d'eau naturel, ou en tout cas le plus naturel possible dans
nos espaces urbains et dans nos espaces ruraux. Donc, dans nombre d'endroits, la métropole Aix-Marseille-Provence, mais d'autres en France aussi, renature ces cours d'eau. Et vous pouvez voir, si vous voulez, quelques illustrations des endroits où nous l'avons fait. Nous l'avons fait à Auriol, sur la confluence entre l'Uvaune et la Vède, qui était là très canalisée, et nous avons réalisé une zone d'expansion de crue qui évite que le centre-ville d'Auriol soit trop impacté par les inondations. Deuxième exemple, c'est très récent, puisqu'on est quasiment en finalisation du chantier, c'est sur la pomme Ekel, à Marseille, un espace qui est coincé entre le quartier de la Pomme, la zone industrielle, la voie ferrée et l'autoroute, donc des ouvrages extrêmement imperméables et qui canalisent l'eau. Il y avait là au milieu, en plus, 60 000 mètres cubes de remblais qui avaient été laissés là et qui contraignaient encore un peu plus l'eau. Nous avons supprimé l'ensemble de ces remblais, recréé des méandres au cours d'eau, et nous avons pu constater que ces travaux, qui ne sont pas tout à fait finis, pendant l'orage extrêmement important que nous avons eu mercredi, a extrêmement bien réagi, puisque l'Uvaune n'a pas dévalé jusque à l'embouchure naturelle au niveau des plages du Prado, mais s'est étendu sur cette zone d'expansion de crue pendant un moment, et puis a retrouvé son cours d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, quand il n'y a pas d'inondation, cet espace servira de parc urbain, c'est-à-dire de lieu de promenade pour l'ensemble des populations. Donc on a lié à la fois la prévention du risque et l'utilité sociale pour les populations. Comment c'est financé? C'est donc financé par la GEMAPI, c'est financé sur des travaux qui préviennent les inondations par l'État, via les fonds barniers d'inondation qui datent d'il y a presque 30 ans maintenant, et puis par l'Agence de l'eau qui est un partenaire majeur dans évidemment la résolution de ces problèmes, et puis les collectivités qui viennent évidemment compenser un certain nombre d'aménagements autour du projet GEMAPI. Ça, c'est pour la partie curative, pour évidemment répondre à vos questions. Et puis sur une partie beaucoup plus préventive et qui est peut-être un peu moins visible, il y a un travail à faire sur l'ensemble des bassins versants de ces rivières, donc sur l'ensemble des communes de la métropole. Nous avons un travail avec les mairies, qui sont des acteurs extrêmement importants en termes de sensibilisation avant les risques d'inondation, mais aussi sur l'ensemble de l'année, à évidemment travailler sur la non-artificialisation des sols, car le principe, c'est que l'eau s'infiltre là où, au plus près où elle tombe, et sur la désimperméabilisation lorsque on peut encore gagner des terres qui permettent d'absorber l'eau. Donc c'est un grand travail avec la métropole qui a la gestion du plan local d'urbanisme intercommunal, et puis des communes qui, elles, ont des projets et que nous devons accompagner de façon à ce que l'eau ne dévale pas les pentes et qu'elle vienne grossir les cours d'eau, ou qu'elle vienne évidemment encombrer les villes avec des inondations dans les points bas. Donc c'est un grand travail qui a été fait de cartographie avec notamment les services de l'État, avec des indications aussi d'un certain nombre comme Météo France et puis d'autres organismes qui nous aident à travailler sur ces sujets-là, à définir le bon équilibre entre la prévention, entre la sécurité, mais aussi la capacité de développement des communes, parce qu'on ne peut pas tout geler en terre non constructible, parce qu'il y a aussi un besoin de développement de ces communes. Donc c'est le travail que nous menons quotidiennement, et avec des moyens qui sont conséquents. Pour terminer, le budget de la GEMAPI à la métropole aujourd'hui, c'est 30 millions d'euros, dont 20 millions de ressources propres, on va dire de la taxe GEMAPI, et puis des subventions qui viennent notamment de l'Agence de l'eau, des services de l'État, et parfois également d'autres organismes ou de propriétaires privés qui peuvent aussi travailler sur leur terrain. Ça concerne bien entendu les villes, mais ça concerne aussi les campagnes, puisqu'on travaille avec les communes rurales, les agriculteurs qui sont aussi proches des cours d'eau, qui ont un vrai travail à mener, qui, par exemple, on les incite à moins défricher, de façon à ce qu'on ait aussi des quais qui permettent de retenir l'eau. Et puis, on travaille également avec les zones commerciales, qui sont aussi grands pourvoyeurs d'eau ruisselante. Voilà. Donc, rapidement résumé, nous avons ce travail depuis maintenant 4 ans, très sérieusement, et on est en plein développement. Donc, j'espère que nous arriverons à résoudre vos situations
mais le risque n'est jamais supprimé. Merci, Monsieur le Président, d'avoir souligné l'importance de ce travail de prévention de long terme qui est effectué grâce au financement de la taxe GEMAPI et à la mobilisation des collectivités territoriales de leurs établissements publics de coopération intercommunale, comme ici à Marseille pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Pour illustrer et des services de l'État, monsieur. Et des services de l'État, naturellement, mais on est toujours partenaire des collectivités territoriales. Merci de le souligner. Je voudrais passer la parole à Olivier Marnion, le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud, pour illustrer l'importance de cette culture de risque qui aussi justifie bien sûr cette communication que nous souhaitons partager avec vous. Je vous remercie, Monsieur le Préfet. D'abord, peut-être pour caractériser encore davantage la zone, qui est la zone à risque et qui nous rassemble ce matin. Donc, comme vous le voyez à l'écran, en zone sud, ce sont finalement l'ensemble des 21 départements de la zone sud qui sont concernés, qui regroupent donc la région de PACA, la région Occitanie, ainsi que la collectivité territoriale de Corse, soit un ensemble de 12 millions d'habitants. S'y ajoutent les départements de la Drôme et de l'Ardèche, cités par Monsieur le Préfet, qui figurent en hachuré rouge sur la carte. Concernant cette distinction entre le rouge et le bleu sur cette carte, elle distingue au sein de cette zone sud, au respect des 21 départements que j'ai rappelés, ceux, en l'occurrence, les 14 qui sont directement impactés par des épisodes historiquement qualifiés de cévenols et désormais donc qualifiés de méditerranéens, de ceux, en l'occurrence les 7 issus de l'ex-région Midi-Pyrénées, qui eux aussi, de plus en plus, tendent à être concernés par des inondations soudaines, violentes, qui s'apparentent à des phénomènes méditerranéens. Donc aujourd'hui, dans le déroulement de cette présentation, c'est bien précisément le concept d'épisode méditerranéen que nous emploierons. Il est considéré que la dimension cévenole a tendance à être absorbée, si j'ose dire, par cette dimension méditerranéenne du phénomène. Alors précisément, le phénomène, Monsieur le Directeur Général de la prévention des risques l'a rappelé, il est issu essentiellement d'une remontée d'air chaud, humide et instable en provenance de la Méditerranée, le phénomène d'évaporation par rapport à la température de l'eau, on l'a évoqué. En d'autres termes, plus la température de l'eau de la Méditerranée en cette saison est élevée, plus le risque est caractérisé. Même si donc, vous avez d'autres facteurs entre ici en ligne de compte. Très concrètement, ces phénomènes méditerranéens se traduisent par des précipitations soudaines, violentes, et de façon très illustrée, nous souhaitions ouvrir cette présentation par un exemple qui a marqué, en tout cas en zone sud, qui est survenu fin 2023 et qui a frappé le département des Hautes-Alpes. Illustration, s'il en est, de cette configuration bien au-delà du territoire cévenol historique, puisque lors de cet épisode de crue soudaine, qui a essentiellement impacté le secteur de Rissoul, en quelques heures, la nuit en l'occurrence, tout un territoire a été dévasté avec un phénomène de ruissellement, de débordement. Heureusement, aucune victime, mais des dégâts matériels qui avaient été importants. Je laisse lancer. Pour revenir peut-être plus précisément sur la saison écoulée, sur cette année écoulée, je ne vais pas parler de retour d'expérience, mais il me semblait important qu'on puisse partager ensemble sur ces temps forts, en quelque sorte, en matière d'épisodes méditerranéens, qui sont venus jalonner cette année, et ainsi que vous le rappeliez, Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur Général, Monsieur l'adjoint et Directeur Général, qui ont jalonné non seulement dans la période critique de septembre à décembre, comme c'était, j'allais dire, actuellement le cas, mais bien au-delà, puisque nous avons des épisodes de pluie intenses, quasiment jusqu'à la fin du printemps. Donc, cette année 2023-2024 a été en particulier marquée par ces épisodes de printemps de mars, avec cette dépression Monica, qui constitue un phénomène inédit et qui figure parmi les plus importants enregistrés en France pour un mois de mars depuis 50 ans. Ces intempéries, comme cela a été rappelé, ont occasionné 8 décès, 5 décès en l'occurrence dans le Gard, 1 dans l'Hérault et 1 dans l'Ardèche, constituant un des bilans les plus lourds de ces dernières années. En termes de pluviométrie, vous avez l'illustration de ce phénomène extraordinaire, au sens littéral du terme, de cette dépression médicale du mois de mars, puisque au regard de cette pluviométrie, on s'aperçoit que le sud-est du territoire a été largement le plus marqué par rapport au territoire métropolitain, et qu'au sein d'ailleurs de ce territoire, de cette zone sud-est, vous avez des villes, je pense à Nîmes, à Aubenas, à Tarascon, qui ont de fait dû quintupler leur niveau normal de précipitation pour ce mois de mars. Illustration supplémentaire de la dimension inédite de ce phénomène.
Indépendamment de cette dépression médicale donc, qui a marqué ce mois de mars en zone sud, et particulièrement dans sa partie sud-est, d'autres épisodes marquants sont intervenus durant cette saison 2023-2024, et nous souhaitons revenir avec vous sur 3 d'entre eux, ceux qui ont frappé l'Hérault, les Alpes-Maritimes et également les Hautes-Alpes, parce que les Hautes-Alpes, vous allez voir l'image à l'instant, a également été fortement impactée. S'agissant de ces 3 départements, ils avaient fait l'objet, à la fois suite aux alertes annoncées par Vigifru, avec le classement en niveau rouge, mais également avec Météo France, d'un niveau d'alerte qui avait permis de prendre les mesures de précaution dans les délais utiles. S'agissant de l'Hérault, le département avait donc été placé en vigilance orange il y a quasiment 1 an, puisque c'était d'ailleurs le jour même de notre précédente conférence de presse. Donc, un épisode soudain de pluie intense a été suivi, avec le débordement de l'Orbe et de la Lergue. Les hauts cantons de l'Hérault, essentiellement, avaient été impactés. Heureusement, aucune victime n'avait été à déplorer, mais les dégâts avaient été considérables. 16 communes, d'ailleurs, avaient été reconnues en état de catastrophe naturelle. Vous avez ici, donc, à l'écran, quelques illustrations de cet épisode de crue soudaine. Le mois suivant, la tempête Aline frappait, c'était la nuit du 19 au 1 octobre, le département des Alpes-Maritimes. Les vallées de la Tinée et de la Roya avaient été touchées. C'est surtout la vallée de la Vésubie, qui, je veux dire, une nouvelle fois, avait été fortement impactée. Là encore, heureusement, aucune victime. Le dispositif mis en place, et notamment le recours au dispositif d'alerte, je pense notamment au dispositif d'alerte FR Alert, avait permis de communiquer sur les bons comportements, les mesures de prévention, et donc d'éviter, au-delà des dégâts matériels, la mise en risque des habitations et des personnes. Enfin, dans les Hautes-Alpes, dans la nuit du 20 au 21 juin, c'est un épisode récent, distinct de celui de Rissoul que j'évoquais il y a quelques instants, ce sont des précipitations de 30 à 50 mm en 24 heures qui se sont abattues, et qui, une nouvelle fois, ont montré le caractère soudain et dévastateur de ces inondations de caractère méditerranéen. Donc, face à ces dégâts, face à ces situations, face à cette menace, comme l'indiquait Monsieur le Président, les territoires se mobilisent, soutenus par les pouvoirs publics, notamment pour conduire des travaux d'urgence qui visent à réduire la vulnérabilité. Mais au-delà de ces actions qui sont essentielles, les actions de protection, c'est toute une culture de risque qui doit se développer, qui se développe et qui doit être renforcée. Cette culture de risque, elle vise à généraliser la compréhension, l'identification, la compréhension et l'adoption des bons réflexes dans l'ensemble des zones et tout particulièrement dans les zones qui sont les plus exposées à ce risque d'inondation soudaine. Dans cette culture du risque, 2 messages nous semblent importants pour pouvoir promouvoir davantage cette culture. D'une part, c'est de progresser encore sur la résilience de nos territoires. Monsieur le Président a donné quelques illustrations ici même sur Marseille. Cette résilience étant bien évidemment un moyen de pouvoir associer l'ensemble des partenaires, de pouvoir mobiliser tous ceux qui peuvent être impactés par ces inondations. C'est donc le premier message sur lequel nous devons travailler. Le second, je l'évoquais, c'est de veiller au bon comportement de façon à ce que chaque citoyen soit aussi un acteur de sa sécurité civile, comme l'indiquait l'adjoint directeur général de la sécurité civile, dans ce domaine de risque particulier qui est celui des inondations. Alors, de façon concrète et illustrée, comment mettons en place, au sein de la zone sud, cette culture de risque? D'abord, au sein de cette zone sud, nous mettons en place, plus exactement, une stratégie zonale pluriannuelle, fondée bien évidemment sur un plan zonal de prévention des risques d'inondation sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et ce plan d'action, cette stratégie zonale, sont déclinés autour de 5 axes d'action. D'une part, renforcer l'information auprès de l'ensemble des acteurs, de ceux qui peuvent être considérés comme plus vulnérables, et tous les acteurs au sens large, partager l'expérience, au regard notamment des phénomènes passés, pour en tirer les principaux enseignements, anticiper les crises, innover sur les outils de prévention et assurer un appui aux auteurs du territoire. Dans ce contexte de changement climatique évoqué Monsieur le Préfet, cette stratégie pluriannuelle, bien sûr, continue d'être ajustée. Elle a notamment été ajustée cette année au regard des épisodes méditerranéens auxquels nous avons été confrontés, et j'insiste,
auxquelles nous avons été confrontés sur l'ensemble de l'année, pas seulement sur cette période classique, qui était celle de l'automne traditionnellement. Et concrètement, ces axes, les 5 axes que je viens d'indiquer, sont mis en œuvre grâce à différents documents d'aménagement du territoire de l'État. Donc ces documents d'aménagement du territoire de l'État et bien sûr des collectivités territoriales sont multiples. Je souhaiterais citer principalement devant vous les documents départementaux des risques majeurs, les DDRM, les documents d'information communaux sur les risques majeurs, les DICR-RM, ainsi que les programmes d'action pour la prévention des risques et des inondations, les papiers tels qu'ils ont pu être évoqués il y a quelques instants. Ces orientations, ces documents sont en effet des outils structurants pour le développement d'outils de communication, pour le développement des témoignages qui vont pouvoir être repris et qui vont pouvoir participer à la diffusion et à la généralisation d'une culture de risque dans le cadre d'une campagne, à l'instar de celle de l'Europe. À titre illustratif, nous souhaitons vous présenter l'un des clips de la campagne nationale 2024 avec le témoignage des plans de la Drôme. Alors précisément au travers de campagnes de presse comme celle-ci, l'objectif c'est de porter l'information au plus près du citoyen, que celui-ci se sente concerné et en situation évidemment soit tout sauf passif. Va-t-il pouvoir améliorer encore davantage cette capacité à informer et à convaincre chacun d'entre nous de la nécessité d'agir en situation? Nous développons et nous recourons à un certain nombre d'outils, là encore, qui sont des outils médiatiques. Vous avez notamment à l'écran cette affiche sur les bons réflexes, donc qui est la campagne, qui est une affiche issue de la campagne nationale 2024, qui a été consolidée par rapport à la précédente campagne de 2023. Cette affiche a été et est largement diffusée auprès des collectivités, de l'ensemble des partenaires. Vous y voyez figurer les 9 gestes adoptés en cas d'inondation. On peut les dire les 9 gestes qui sauvent, parce que ce sont aussi des gestes qui sauvent, ceux qui sont ici figurés. Donc, parmi les principaux, le fait de se réfugier à l'étage en cas d'inondation et le fait d'éviter absolument tout déplacement en voiture ou à pied en situation d'inondation ou d'alerte d'inondation. Également, un des dispositifs qui a été indiqué est celui qui consiste à s'organiser pour disposer d'un kit de survie, de 2 ou 3 jours, avec évidemment de la nourriture non périssable, la lampe de poche, la radio à pile, enfin tout ce qui peut permettre, en cas de situation critique, de pouvoir faire face dans des conditions les moins inconfortables possibles. D'autres outils sont mobilisés, cette fois-ci par les pouvoirs publics, en lien évidemment avec l'ensemble des acteurs, pour renforcer cette culture de risque. J'ai évoqué il y a quelques instants ces dispositifs. Je souhaiterais y revenir. Tout d'abord, l'application et le site internet Vigicru, qui informe sur le niveau de vigilance approprié pour les prochaines 24 heures. Dans les exemples que j'ai pu rapporter il y a quelques instants, systématiquement, l'alerte Vigicru a été décisive pour que les populations puissent être prévenues et que les mesures de précaution, comme je l'indiquais, puissent être conduites dans la plus grande sérénité, dans la plus grande efficacité. Une carte de vigilance est également publiée par Météo France, qui là encore, dans l'ensemble des situations que j'ai rappelées, a pu informer sur ce niveau. Donc, je rappelle que les 3 niveaux principaux sont le niveau rouge, vigilance absolue, le niveau orange, qui nous invite à être très vigilants, et le niveau jaune, qui nous invite à être attentifs. Dans les situations qu'on a pu voir, avec des cinétiques de crise assez rapides, les deux organisations, une à côté et Météo France de l'autre, ont pu ajuster le niveau d'alerte. On se souvient d'ailleurs, dans le cadre de l'Hérault, le basculement dans la journée de vigilance jaune, vigilance orange à vigilance rouge pour le fait tel qu'il avait été signalé par Vigicru. Au-delà de ces outils dont il vient d'indiquer, nos concitoyens ont aussi la possibilité de solliciter des diagnostics de leurs habitations pour en mesurer la vulnérabilité. Vous avez tout un ensemble d'informations d'ailleurs qui figurent sur le site du ministère de l'écologie en la matière. C'est là aussi un moyen pour se rassurer, pour rassurer, et puis savoir par rapport à sa localisation, par rapport à la construction bâtimentaire, les mesures efficaces à prendre. Autre dispositif que j'ai cité et que je souhaitais rappeler, le dispositif FR Alert. Il avait notamment été employé lors de la crise d'inondation survenue en fin 2023, 2019 ou en octobre dans les Alpes-Maritimes. Là encore, ce dispositif FR Alert qui a été développé par le ministère de l'Intérieur est désormais pleinement opérationnel depuis juin 2022 et à chaque fois, son activation permet, par des SMS qui sont envoyés sur l'ensemble des personnes qui se trouvent dans la zone, pas seulement les habitants. Il peut s'agir de personnes en déplacement,
se trouvant dans la zone potentiellement impactée qui vont donc recevoir ces informations, d'une part sur la réalité de l'alerte et les consignes. Les consignes, bien sûr, à titre de précaution. Pour vous donner peut-être une autre législation en zone sud, nous avons d'ailleurs conduit un exercice d'ampleur en janvier dernier, puisque dans le cadre d'un exercice tsunami concernait les 9 départements littoraux de la zone sud, nous avions également utilisé ce dispositif FR Alert. L'idée étant, là encore, au-delà d'une typologie de risques différentes, d'acculturer nos concitoyens à cet outil et que, passer l'effet de surprise, puissent être en attente de cette information par les pouvoirs publics quand une crise d'inondation menace. Autre outil que nous activons, Monsieur le directeur général l'a publicité, la journée nationale de la résilience, le 13 octobre prochain, qui permet d'accompagner des partenariats, de sensibiliser l'ensemble des acteurs. Bien évidemment, la zone sud, sous votre autorité, Monsieur le préfet, sera pleinement mobilisée auprès de l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir les accompagner en la matière. L'idée étant, dans une dynamique qui reste longue, bien sûr, pour pouvoir optimiser cette culture de risque, que nous puissions activer tous les leviers et que nous puissions partager avec l'ensemble des acteurs sur ces mesures à activer en tant que de besoin. Ce rôle, en quelque sorte, qui est à la fois de lanceur d'alerte, mais d'éveilleur des consciences, c'est un moyen pour nous de nous préparer à être collectivement davantage résilients, de développer cette culture commune. Et je vous rappelle que la prévention des risques, votre plateforme, M. le général, est une cause nationale à laquelle nous prenons bien sûr toute notre part. Cette réponse préventive, elle repose sur le partage de la connaissance des phénomènes, d'où les exemples qu'on a pu citer ensemble ce matin, mais aussi sur un certain nombre de dispositifs, notamment juridiques, réglementaires, législatifs, qui peuvent être mobilisés. Je rappellerai ici deux textes. D'une part, le texte législatif du 22 juillet 1987, qui institue un droit à l'information pour les citoyens et des obligations pour les préfets et les maires, qui permettent précisément de porter une information préventive. Je souhaite également rappeler la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, qui a renforcé l'action conduite par les pouvoirs publics en matière de prévention des risques naturels. Et à titre illustratif, désormais, dans les écoles, puis dans les collèges, vous avez des séances d'apprentissage sur les gestes qui sont dispensés pour justement renforcer cette prévention du risque et des risques de la vie courante. Sans vouloir ici, bien évidemment, être catastrophiste, il est important d'avoir la conscience que dans une zone inondable, si un phénomène, une inondation s'est produite, cette inondation peut se reproduire. Il ne pas se reproduira, mais il peut se reproduire. Et dès lors qu'elle peut se reproduire, là où notre responsabilité d'engager, c'est d'en limiter autant que faire se peut les conséquences, si tant est que lors du premier épisode, les conséquences ont été importantes. Dans ce travail de retour d'expérience, l'objectif est donc de réduire les impacts d'une inondation, d'anticiper et de se préparer à y faire face. Il s'agit donc de planifier son organisation, de réduire la vulnérabilité du site, du lieu. Je ne reviens pas sur l'exemple des habitations que j'évoquais tout à l'heure, pour lesquelles les diagnostics peuvent être établis, et de faire en sorte que dans les préoccupations quotidiennes, cet élément figure en même place, et encore, sans susciter ni inquiétude, ni panique, mais du bon sens et de l'anticipation en fonction des secteurs non résilients. Les associations dans cette action mobilisatrice ont un rôle essentiel, et je tiens bien évidemment à saluer les représentants ici présents du CIPRE et de l'AFC-PNT qui nous accompagnent au niveau zonal, qui nous accompagnent pour la plupart d'entre vous au niveau départemental dans ces actions de promotion d'une culture de risque. Je souhaitais d'ailleurs à cet égard que l'on puisse diffuser le clip que nous avons pu produire ensemble, madame, et qui synthétise la conduite à suivre avant et pendant une inondation. Merci, Monsieur le Secrétaire Général, de cette présentation à la fois des exemples de crues Sevenogne et de leurs conséquences dévastatrices. Merci pour le rappel des dispositifs de prévention qui sont mobilisés au niveau national, mais également aussi au niveau local, en lien avec les collectivités territoriales. Ce clip vidéo, il a été réalisé par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques. Est-ce que, Madame la Directrice Générale, vous souhaitez éventuellement compléter les propos qui ont été présentés de cette intervention, ou est-ce qu'on laisse la place aux questions-réponses? Non, c'est tout. Si vous le souhaitez. Pourquoi vous souhaitez devenir ici? Dans la salle, attendre également de pouvoir avoir la chance d'interagir avec vous. Simplement sur le mot de la fin de ce clip qu'on a conçu avec les services de l'État, c'est vrai que le citoyen acteur,
Vous rappeliez tout à l'heure, on est sur la 20e année de cette modernisation de la sécurité civile. Et c'est vraiment le citoyen qui est au premier rang, finalement, acteur de sa sécurité. L'État, les collectivités, la métropole, les associations telles que nous faisons beaucoup de choses, mais in fine, face à un événement très brutal, très intense, c'est vrai que vous pourriez le rappeler, il faut avoir vraiment, nous, les clés. Et c'est vraiment ce travail collégial, je pense que Monsieur le Préfet l'a illustré aujourd'hui, en nous réunissant avec des profils, des horizons, des expériences différentes. La solution aujourd'hui, elle est collective et on doit tous œuvrer pour développer cette culture de risque. Sur le milieu associatif que je représente, on a la chance au niveau français, et c'est pas le cas sur tous les pays européens, d'avoir plus de 1,3 million d'associations au niveau français, qui sont pas que des associations de prévention des risques, mais l'association de football du coin, et l'association culturelle, de langue étrangère, d'aide aux devoirs, d'insertion des personnes vulnérables en situation de handicap. Et je pense que dans les relais intermédiaires, le monde associatif doit vraiment se mobiliser. Et ça a été dit également par nos intervenants ce matin, il faut aller toucher le citoyen chez lui. Et au-delà de la connaissance des risques, peut-être ce qu'on a perdu aujourd'hui, qu'il faut qu'on regagne, c'est la connaissance de notre territoire, notre relation avec la nature et notre humilité par rapport à ces phénomènes. Les risques, on l'a dit, vont augmenter, causent malheureusement des victimes, et c'est d'autant plus vrai sur la zone arc méditerranéen, mais ce n'est pas une fatalité. Il faut que tous, ensemble, avec les médias présents aujourd'hui, on communique de façon positive sur le sujet. On peut agir, on peut se préparer, on peut s'entraîner, vous avez parlé d'entraînement, et c'est en temps de paix finalement qu'on va gagner cette guerre face à ces phénomènes, mais on peut vivre aussi avec les inondations, s'adapter, je crois que la métropole l'a bien illustré. Donc la clé effectivement, c'est nous tous qui l'avons, mais ne soyons pas fatalistes et tétanisés par le phénomène. On peut agir, on peut réduire les conséquences, donc on compte sur vous tous et vous, médias, pour relayer ces messages auprès de nos concitoyens et des citoyens que nous sommes. Nous devons changer et nous adapter face à cette nature qui est effectivement brutale, mais la vie est un risque. Donc voilà, on est aussi habitué à vivre face au risque. Merci, Madame la Directrice Générale. C'est pas mon ministère qui est plus en première ligne. Je pense que je peux vous donner quelques éléments de notre réflexion dans la collégialité des ministères. D'abord, il y a les choses matérielles, techniques, c'est-à-dire être capable, si malheureusement il y a des dégâts matériels, pour arrêter les déchets rapidement, reconstruire rapidement, voilà. Et donc vous dire que à la fois les dispositifs ont été mis en place pour accompagner l'évacuation des déchets, notamment en utilisant par exemple des éco-organismes qui seront désormais tenus de venir sur les lignes de catastrophe, mettre en place des points de reprise de collecte. Et pour ce qui est de la reconstruction des infrastructures, il y a un certain nombre de dispositifs d'urgence qui ont été mis en place, par exemple lorsque des ponts ont été cassés et que des vallées se retrouvent coupées en deux, on a des capacités à apporter en quelques heures ou quelques dizaines d'heures des ponts provisoires, temporaires, qui ne viendront pas, mais voilà, il y a, au fil des années, des expériences traumatisantes pour les territoires et des choses qui ont été mises en place. Ça, c'est la partie matérielle. Après, il y a évidemment les questions notamment financières sur l'indemnisation des personnes. Donc, vous savez qu'il y a un dispositif qui s'appelle CAPNAT, catastrophe naturelle, qui permet des dispositions dérogatoires au niveau des assurances. Souvent, on a plusieurs difficultés. La première, c'est d'avoir assez d'experts qui passent rapidement et qui permettent que ça ne tarde pas trop. Donc, il y a un travail qui est mené par l'ensemble des ministères, notamment la Direction générale du Trésor, qui relève du ministère de l'économie, qui a la tutelle sur l'assurance, pour voir comment on progresse encore, parce que c'est parfois un point de frustration de la part des victimes, tous ces délais pour le passage de l'expert et la profonde de l'assurance. Et puis, une autre frustration, en tout cas des progrès qu'on a identifiés, c'est la façon dont CAPNAT peut venir en indemnisation des personnes, des indemnités de relogement, si pour reloger des personnes temporairement en attendant que leur domicile soit réparé, qu'elles puissent revenir. Et donc, vous avez peut-être vu qu'il y a eu plusieurs ajustements successifs. Alors là encore, je parle de ce contrôle du ministère de l'économie qui n'est pas là. Il y a plusieurs ajustements successifs, d'abord par la loi, puis par le décret, puis par des circulaires encore cette année, pour aller un cran plus loin dans la façon dont CAPNAT permet d'accompagner financièrement et dans le relogement les personnes qui sont victimes d'épisodes naturels intenses. L'essentiel a été dit. Au fond, on remarque au-delà de ces épisodes, la capacité de l'autorité publique à répondre à une situation de détresse. Et souvent, ce qui est proposé, c'est qu'il faut que l'administration réponde.
Alors, bien sûr, d'habitude, peut-être que pour l'entrée, c'est appris dans les politiques, c'est les démarches auprès de la mairie et de son assureur. Donc, il faut aussi vérifier ces prises d'assurance, mais je ne vais pas entrer dans les détails. C'est que, donc, il faut être diligent parce qu'en effet, lorsque les personnes sont déstabilisées, ça peut se comprendre. Il y a le sentiment que, la rigueur administrative leur est opposée alors même qu'ils sont en détresse. Après, il y a un gros travail qui est fait, et je lis les textes dans ce sens-là. Le législateur souhaite s'emparer de ces problématiques, et vous évoquiez également les directions des ministères qui sont sur la tutelle des assurances. Si je résume un peu, il y a un gros travail qui a été mené sous l'ancienne législature et qui a été mené par de nombreux parlementaires, mais également des assureurs pour étudier le financement et les clés de financement. Donc on sait qu'aujourd'hui, elle présente certaines limites au regard du volume, des volumes financiers en jeu, et la direction générale de la sécurité civile est particulièrement concernée puisqu'elle a travaillé ainsi que l'autre sur ces travaux. Et encore pour résumer, un gros travail a été lancé et sans doute va continuer sur le nouveau de la sécurité civile qui comprend par le ministère intérieur, mais dans une vision bien sûr bien plus large que notre ministère. Donc dans le groupe de sécurité civile, il y a un gros travail sur l'indemnisation et le revoir des financements. En fait, que le contexte actuel dans quelques limites, ça n'empêche pas que naturellement un gros travail est fait à ce sujet et surtout les attentes sont très importantes comme vous l'avez évoqué. Voilà. Donc, la vigilance, c'est toujours un équilibre entre minimiser le nombre de fausses alertes et ne pas avoir de non-détection d'événements. C'est un équilibre qui n'est pas très simple à établir, et selon la typologie des phénomènes météo, on a une prédictibilité qui est plus ou moins bonne. Il y a certains phénomènes, en particulier les phénomènes convectifs, ces très gros orages organisés, qui sont assez délicats à prévoir temporellement et puis géographiquement. Donc ça peut arriver sur certains épisodes qu'effectivement on ait une vigilance orange alors que l'épisode ne concerne qu'une partie du département ou concerne le département voisin. Ça fait partie des limites de la prédictibilité des phénomènes météorologiques. On travaille vraiment à ne pas crier au loup de manière abusive pour effectivement que ce phénomène d'accoutumance à un niveau d'alerte trop élevé ne s'installe pas dans les esprits. Peut-être pour compléter vos propos, à peu près la même difficulté en ce qui concerne les prévisions des crues. On utilise les données Météo France et on essaye de prévoir comment les inondations vont se propager le long des cours d'eau, avec un cumul d'incertitudes qui nous amène avec des modèles à essayer de prévoir comment les inondations vont se propager, et les vigilances que l'on propose, que l'on annonce, sont les plus fiables possibles. On essaye d'éviter effectivement des fausses vigilances et d'éviter aussi de rater des épisodes, puisque le corps préfectoral qui bénéficie de ces informations nous reprocherait de passer à côté un événement qui générerait des dégâts. Donc c'est un équilibre entre ne pas faire de fausses prévisions et ne pas rater l'épisode. Merci. Merci, monsieur le préfet. Tout à fait. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde de près. On a un bilan annuel des vigilances. Le bilan 2023 est disponible. Vous pouvez le consulter. Où on analyse a posteriori les alertes à bon escient ou, à contrario, les ratés, comme il faut le qualifier, dans le déclenchement des vigilances. Donc, je vous le communiquerai bien volontiers. De toute façon, il en a de ses livres. C'est un travail a posteriori d'analyse de la pertinence des vigilances que l'on fait, et on a des indicateurs pour s'améliorer, bien sûr, qu'on monitore de manière mensuelle pour être réactif par rapport à un dispositif qui serait pas fonctionnel. Les bilans sont plutôt bons. Je vous invite à consulter ça en détail, mais il n'y a pas tant d'alertes abusives qui sont dans le système. Merci, monsieur le directeur. Et est-ce que peut-être le CIPRES souhaite intervenir sur le travail qui est fait en direction précisément des établissements scolaires, monsieur le directeur, monsieur Courtin, pour évoquer justement l'action que vous menez à votre niveau? Merci, monsieur le préfet. Effectivement, nous, en ce qui nous concerne, le CIPRES est l'association 1901, tripartite d'État industriel, qui travaille sur plusieurs axes
d'actions, que ce soit sur la culture partagée de risque, mais également sur l'accompagnement en amont de la crise, sur la planification et la gestion des crises, que ce soit les autorités, les collectivités locales, mais aussi et surtout les établissements scolaires qui accueillent tous les enfants de nos populations et de nous-mêmes d'ailleurs. Et donc l'idée, depuis fort longtemps, depuis les années 90, est de faire en sorte que l'établissement scolaire, en temps de crise, puisse être un sanctuaire pour les enfants et les adultes qui les accueillent. Et donc, on a un certain nombre d'actions à travers de l'outil qui s'appelle le PPMS, le plan particulier de mise en sûreté dans les établissements scolaires, et qui a essaimé également dans les entreprises, puisque les entreprises accueillent des salariés. Et donc, dans les établissements scolaires, il y a 3 exercices obligatoires. Un qui est historique suite à des problématiques qui ont pu frapper de notre territoire sur des problématiques qui sont liées à du terrorisme. Le tuer est obligatoire et il aura lieu très prochainement, diligenté par les recteurs d'académie. Un autre qui a lieu sur tout ce qui touche des risques majeurs, qu'ils soient naturels et technologiques, mais avec cette consonance impérative qui est l'inondation, qui fera beaucoup de nos territoires. Et donc, nous, en ce qui nous concerne, on est accompagnant des établissements scolaires et observateurs des exercices pour proposer des axes d'amélioration. L'idée la plus compliquée à faire passer, c'est pas de travailler avec l'établissement scolaire, c'est qu'à comprendre aux parents de ne pas s'exposer par méconnaissance en allant notamment chercher leurs enfants à l'école qui sont en sécurité, et si tant est que la crise était déclenchée, ils seraient peut-être plus dans l'établissement scolaire parce que les services de secours, sous l'autorité de monsieur le préfet, ont peut-être décidé l'évacuation de ces enfants par précaution en amont de la crise. Et donc, l'idée est véritablement de faire en sorte de s'approprier cette démarche. Et moi, j'engage tous les citoyens, lors de la rentrée scolaire, de s'approcher des directeurs des établissements scolaires, qui donnent une information et qui, si pareil, c'est partie de leurs axes majeurs que d'assurer la sécurité de l'enfant, là, orienté sur les scolaires. Merci beaucoup. C'est celui, effectivement, de ne pas utiliser son véhicule. Alors, vous avez pu avoir, non pas un goodies qui vous a été distribué à l'entrée parce qu'il est particulièrement utile, mais un petit instrument, un petit outil bleu qui a été confectionné par l'ACPCNT. Et je voudrais que Mme Verriès nous explique l'importance d'avoir dans son véhicule ce type d'instrument parce qu'il peut vous sauver la vie. Et il justifie naturellement aussi que vous n'utilisiez pas le véhicule, le vôtre, celui d'un voisin, pour vous déplacer lorsqu'une inondation, lorsqu'une crue est prévue. Alors, je voudrais revenir sur des chiffres qui ont été cités tout à l'heure par Cédric Bourrier. On vous a parlé de victimologie face aux inondations. 2 tiers des victimes meurent finalement dans des déplacements piétons et en voiture. Et c'est vrai qu'en voiture, tout en chacun, on se sent plutôt protégé dans notre véhicule, voire invincible. Pourtant, Cédric Bourrier l'a rappelé, 30 cm d'eau suffisent à faire flotter un véhicule, vous allez perdre le contrôle, plus rien maîtriser. Et quand l'eau va monter, il suffit d'avoir 20 cm au-dessus du bas de caisse pour être piégé dans le véhicule. Alors, quand on est piégé dans un véhicule, la seule issue, c'est la fenêtre. Encore faut-il pouvoir l'ouvrir, puisque les systèmes électriques font que quand la voiture est noyée, les vitres vont se bloquer en position fermée. Et donc là, la seule solution pour sortir, c'est de casser la vitre. Mais comment casser la vitre quand on n'a rien prévu dans son véhicule? Alors avant, c'est vrai qu'on avait les lève-vitres manuelles, c'était bien avant, mais bon, voilà, faut faire avec la modernité. Le seul outil qu'on peut avoir, c'est l'appui-tête. Sauf que vous vérifierez chacun, si vous l'avez pas déjà fait, les nouveaux véhicules, les appuis-têtes sont bloqués. Sinon, on prend l'appui-tête et avec les 2 fourches, on vient frapper très fortement dans un angle de la vitre. Surtout pas en partie au milieu parce qu'il y a un effet rebond du verre. Sinon, on a les petits marteaux comme on a dans les bus. Et il y a ce petit outil magique qu'on espérerait, et peut-être que si vous diffusez au niveau des médias, les constructeurs automobiles continueront à nous donner des jolis porte-clés avec leur marque, mais peut-être cet instrument qui sauve la vie. Ça, c'est un marteau brise-vitre automatique. Vous dégoupillez ici et vous coupez la ceinture. Souvent, quand il y a un choc, la ceinture est bloquée. On a quelques secondes pour réagir avant d'être emporté et noyé dans sa voiture. Donc, on coupe la ceinture ici. Et ce système-là, on vient juste appuyer dans un angle de la vitre. Et en 1 seconde, vous regarderez, c'est dans le système, alors on va pas faire de pub, mais ça s'appelle Resmi, et on a plein sur Internet, ça vaut une dizaine d'euros, et ça sauve des vies, vraiment, les pompiers l'utilisent, ils sont très habitués à avoir cet outil-là. Les chasseurs d'orage nous disent qu'ils se sont sauvés là-dessus, et au-delà du risque inondation, puisqu'on essaie de faire de la transversalité par rapport au risque du quotidien, par rapport au risque routier, vous avez un accident, vous êtes bloqué dans votre véhicule, vous êtes témoin d'un accident, vous pouvez sortir quelqu'un très rapidement, mais on a très peu de temps souvent sur nos territoires pour agir, beaucoup de morts en voiture,
On a parlé tout à l'heure d'événements d'il y a quelques mois et du Gard. Les passages à gué, les ponts submersibles sont également des points très vulnérables, notamment sur le territoire d'Occitanie, mais également en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc attention, ne pas s'engager, vraiment reporter ses déplacements et ne pas s'engager sur un pont submersible, une route inondée, il en va de vos vies. Merci. Merci Monsieur le Préfet, bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, rappelez que l'état-major interministériel de zone avec son centre opérationnel est destiné à venir en complément des moyens qui sont mis en place dans les départements, en appui, en soutien, en coordination et surtout en apport de renforts extra-départementaux. Donc dès que vous avez une situation de crise dans un département, c'est le préfet du département qui est aux commandes, et dès lors que la situation nécessite des moyens renforts qui dépassent le département, c'est le préfet de zone, donc M. Mirand, qui prend la main et qui, avec son outil opérationnel, peut apporter des renforts. Ça vaut pour tous les types de missions en matière de sécurité civile. En ce moment, c'est plutôt les feux de forêt, demain les inondations, mais c'est valable également en situation d'attentat, où ça a été le cas de façon préventive, par exemple, pendant l'organisation des derniers Jeux Olympiques à Marseille et à Nice. Donc nous sommes une structure complètement interministérielle, dont les agents relèvent de 7 statuts différents, des sapeurs-pompiers, des militaires, des gendarmes, des policiers, des personnels de l'État, des personnels du ministère de l'Économie et des Finances pour la sécurité économique. Et donc c'est un travail principalement de réseautage qui est réalisé, avec un centre opérationnel que vous pourrez visiter à l'issue de la conférence de presse, qui est activé 24 heures sur 24, dans différentes configurations. On va dire la configuration classique, normale, qu'on appelle le cause courant, avec un armement H24 par un officier qui assure la représentation de l'autorité investie du pouvoir de police avec un officier de permanence et un opérateur. Un dispositif un peu renforcé où on active et on sollicite des agents de l'EMIS qui viennent renforcer cette salle opérationnelle. Un dispositif renforcé de niveau 2 un peu plus important, notamment pendant l'été, et c'est le cas aujourd'hui, avec des renforts complémentaires pour la gestion des moyens aériens, donc avions, hélicoptères, bombardiers d'eau qui sont mis à disposition par le niveau national au profit et au bénéfice du préfet de zone. La gestion de l'ensemble des colonnes. Nous avons par exemple 3 colonnes de la zone Est, de la zone Sud-Est et de la zone Sud-Ouest qui arrivent ce soir en zone Sud pour faire face à l'événement venteux des prochains jours, au moins jusqu'au dimanche, voire jusqu'au mardi prochain. Donc nous gérons également l'ensemble de ces colonnes. Une colonne, c'est 70 pompiers, 25 véhicules qui viennent donc des autres zones du territoire national. Mais nous organisons aussi, nous mobilisons des colonnes intrazonales. Actuellement, nous avons une colonne de l'Hérault, une colonne d'Occitanie, une colonne de l'Ardèche, une colonne du 0405 qui sont mises en œuvre. Nous allons faire traverser une colonne composée de sapeurs-pompiers du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes et du bataillon des marins-pompiers en Corse par bateau ce soir pour faire face également à cet événement venteux. Donc tout ça, c'est sous la responsabilité de la zone. Et on a un dernier niveau d'activation du centre opérationnel zonal qui est le niveau interministériel, ce qu'on appelle le cause élargi, où là, des représentants des autres ministères contributeurs aux questions de sécurité, police, gendarmerie, militaire, ARS, DREAL, etc., nous rejoignent pour assurer une coordination interministérielle de toutes les crises qui peuvent survenir sur l'ensemble du territoire zonal. Voilà en quelques mots rapides la présentation de nos missions.